Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Nicolas Petro, professeur de sciences politiques à l'Université du Rhode Island et ancien assistant spécial pour la politique sur l'Union soviétique au sein du département d'État américain. Merci d'être revenu. J'avais hâte de m'entretenir avec vous. Ravi d'être avec toi, Eli. Il semble donc que la guerre en Ukraine touche à sa fin. Encore une fois, il faut se garder de trop scruter la boule de cristal et de faire trop de prédictions. Mais en termes de défaite militaire, il n'est plus vraiment secret que l'effondrement du côté ukrainien semble s'intensifier. Et bien sûr, avec Pokrovsk, cela va, je suppose, changer beaucoup de choses. Mais les gens observent différents indicateurs. Cela peut être militaire, cela peut être économique, puisque les problèmes économiques continuent de s'accumuler. Cela peut aussi être social, car beaucoup d'hommes du pays ont soit fui, soit se cachent pour échapper aux recruteurs militaires de Zelensky. Il y a de la colère envers le gouvernement. De plus en plus de gens veulent la fin de cette guerre et de véritables négociations. Mais la guerre pourrait aussi prendre fin en raison du manque de stabilité politique. Je pense que la position de Zelensky semble s'affaiblir, surtout avec le scandale de corruption. Un autre indicateur serait le déclin du soutien international au sein du public occidental, mais aussi la difficulté croissante à financer l'ensemble de cette entreprise et à fournir du matériel militaire. Le fait que les États-Unis s'en lavent plus ou moins les mains est un bon signe qu'ils sont au moins capables de soutenir le combat comme ils l'ont fait par le passé. Comment évaluez-vous cette période très critique, à la fois pour l'Ukraine et pour l'OTAN, dans cette guerre par procuration? Si l'on examine d'abord le volet économique, comment voyez-vous la situation? J'ai donc essayé de rassembler et de résumer les informations qui suggéreraient que, comme vous l'avez soutenu, les perspectives d'une victoire ukrainienne sont minces. Et j'en suis arrivé, je crois, à 4 raisons principales. La première est, enfin en réalité, elles sont dans un certain ordre. L'Ukraine manque de soldats, manque d'argent et manque de population. Je suppose que cela fait 3. Et pour résumer ce que j'ai pu recueillir, selon le procureur général ukrainien, 40 à 50% des forces armées ukrainiennes sont actuellement considérées comme des déserteurs ou absentes sans permission. Chaque mois, selon l'ancien procureur général Ihor Lutsenko, les 2 tiers des recrues désertent et environ 10 000 quittent le conflit en tant que victimes. Donc même s'ils parviennent à recruter 30 000 personnes par mois, cela n'augmente pas réellement les effectifs au final, en raison du nombre élevé de désertions et de morts. Quant au manque d'argent, eh bien, beaucoup de choses ont été écrites à ce sujet récemment. En résumé, le déficit prévu dépasse les 18%. Ils devront donc lever, pour arrondir les chiffres, environ 100 milliards, au moins 100 milliards, selon l'analyste Timothy Ash, au cours de l'année et demie à venir, simplement pour rester dans la course. Et cela s'ajoute à ce qui a déjà été alloué. L'instrument de financement Pearl, qui était le dernier mécanisme mis au point par la coalition des volontaires pour financer l'Ukraine, a jusqu'à présent obtenu un engagement total de 2 milliards. Ils ont donc encore beaucoup de chemin à parcourir pour répondre aux besoins essentiels de l'Ukraine afin qu'elle puisse continuer la guerre. En l'absence de cela, le défaut est inévitable, mais il peut être géré de différentes manières. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais je suppose qu'au final, je ne dirai pas que l'Ukraine est contrainte de mettre fin à la guerre, et j'expliquerai pourquoi dans un instant. Le troisième point est que l'Ukraine manque de population. Je crois que la BBC Ukraine a estimé qu'il y a actuellement 28,7 millions d'habitants dans le pays.
contre un pic de 52 millions en 1991. Le taux de mortalité le plus élevé au monde, le taux de natalité le plus bas. Et rien de tout cela n'augure bien pour l'avenir de l'Ukraine. Ainsi, d'un point de vue rationnel, oui, l'Ukraine devrait, dès que possible, chercher à négocier un accord, car la seule alternative à la négociation est la reddition, à partir de laquelle il n'est plus possible de négocier quoi que ce soit. Ainsi, de nombreux analystes ukrainiens qui s'opposent à la stratégie du régime ou s'en montrent sceptiques affirment qu'au vu de ces scénarios, le pays devrait déjà être en train de négocier afin d'obtenir le meilleur accord possible. Tant que la Russie est encore disposée à négocier, il reste une chance de tirer quelque chose et de survivre. Car une fois un accord conclu, beaucoup, bien que pas tous, de ces tendances négatives pourraient commencer à s'inverser. Il pourrait y avoir, avec le soutien des Européens, une sorte de fonds mis en place pour la reconstruction de l'Ukraine. Il y aura également un certain rapatriement des millions de personnes qui ont quitté l'Ukraine, bien que la dernière enquête du professeur Golovaka de l'Académie des sciences d'Ukraine révèle qu'environ un tiers seulement des personnes ayant migré envisagent désormais de revenir, même après la fin de la guerre. Néanmoins, chaque individu contribue à la reconstruction de l'Ukraine. Mais en l'absence d'un cessez-le-feu et d'un accord, et je fais la distinction entre les deux, dans le cadre d'un cessez-le-feu, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'investisseurs étrangers prêts à prendre le risque d'engager de grosses sommes d'argent dans une situation aussi instable. En revanche, avec un traité de paix à long terme, ce type d'investissement devient possible. Je voulais toutefois en venir à votre question plus large, que je trouve intéressante. Cela signifie-t-il que l'Ukraine va entamer des négociations sérieuses? Car jusqu'à présent, elle a refusé de négocier. En pratique, elle a déclaré d'abord un cessez-le-feu, puis des négociations, ce qui bien sûr n'est pas la manière dont les négociations se sont jamais déroulées dans l'histoire. Comme quelqu'un l'a récemment souligné dans un article, les négociations sur la guerre du Vietnam se sont poursuivies pendant plusieurs années sans cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est le premier résultat concret des négociations de paix. Sans cela, nous nous retrouvons dans une situation semblable à celle de la Corée, où il n'y a pas de véritable paix. La guerre continue toujours. Techniquement, les États-Unis sont encore en guerre avec la Corée du Nord. Mais il existe un cessez-le-feu prolongé. C'est une anomalie, car comme les historiens le savent, l'intention était d'instaurer un cessez-le-feu, puis d'imposer un embargo total sur les armes, à la fois à la Corée du Nord et à la Corée du Sud, forçant essentiellement les deux camps à conclure un accord de paix à long terme qui devait être signé, ou du moins ratifié, lors du sommet de Genève de 1954. Mais entre-temps, les États-Unis ont oublié la Corée et se sont intéressés au Vietnam. Ainsi, son intérêt pour l'Asie du Sud-Est et l'Asie de l'Est s'est entièrement déplacé et ils ont simplement oublié la Corée, la considérant comme une affaire réglée. Je ne pense pas que ce sera le cas ici. Je pense que le scénario en Ukraine, compte tenu des sentiments nationalistes dans le pays, est plus susceptible de ressembler à celui du Moyen-Orient, où nous avons connu des cessations de feu périodiques. Mais à tout moment, les hostilités peuvent reprendre. Et c'est, bien sûr, exactement ce que les nationalistes ukrainiens les plus fervents anticipent. Ce qu'ils aimeraient essentiellement voir comme une manière de résoudre la situation. Ainsi, compte tenu de la complexité interne et du fait que de nombreux dirigeants européens, à mon avis, ont investi une trop grande part de leur carrière politique dans la défense de l'Ukraine, ils ne sont pas disposés à renoncer à leurs objectifs maximalistes pour ce pays. Il n'y a pas eu suffisamment de souffrance, et il n'y en a pas assez pour eux ou pour leur pays,
pour justifier un changement de politique. L'Europe semble totalement engagée, prête à se battre jusqu'au dernier Ukrainien, parce que les coûts pour elle sont minimes. En réalité, il y a plus d'avantages à poursuivre la guerre pour les dirigeants européens actuels qu'à y mettre fin, surtout au cours des 5 prochaines années. Ce qui représente toute une vie politique en Europe. Ce qu'ils peuvent envisager, c'est de relancer la pompe économique, une augmentation massive des dépenses militaires. Et je pense qu'ils soutiendront qu'il y aura une sorte d'effet multiplicateur à cela. Ils diront que c'est bénéfique, car cela défend l'Europe, réduit le chômage et offre la possibilité de renforcer l'État de plusieurs manières, pas seulement sur le plan militaire. Secure the state in more ways than even militarily. There'll probably be restrictions on borders, there'll be all sorts of... Il y aura probablement des restrictions aux frontières. Il y aura toutes sortes de législations nationales visant à traquer les ennemis de l'État, dont beaucoup seront désignés comme venant de Russie, mais pas seulement de Russie. Ils pourraient aussi venir de nombreux autres pays. Et tout cela donnera, pense-t-il, aux partis centristes et de centre-gauche juste la bonne teinte de politique de droite pour séduire et détourner le soutien de l'influence croissante des partis d'extrême droite en Europe. Je ne vois donc pas les dirigeants européens actuels renoncer à leur stratégie actuelle. Cela donnera un espoir injustifié à la direction ukrainienne actuelle, et il est probable qu'ils continueront, je pense, la guerre aussi longtemps que cela sera humainement et inhumainement possible, malheureusement. and inhumanly possible, unfortunately. Eh bien, si l'on regarde du côté russe, je pense qu'ils seraient très intéressés à parvenir à un accord ou à mettre fin à la guerre, pour arrêter les tueries et bien sûr, obtenir un véritable règlement. Cela dit, j'ai l'impression que plus l'Ukraine se rapproche de l'effondrement, moins les Russes auront d'incitation à accepter un compromis ou un accord. Et une partie de la raison, du moins telle que je l'aperçois, est qu'ils ne croient pas que quoi que ce soit signé par l'Occident sera réellement respecté. Ils se souviennent de 2014, lorsque les Européens étaient censés être les garants du gouvernement d'unité. Ils se rappellent que les pays occidentaux ont signé les accords de Minsk. Mais ils se souviennent aussi qu'en 2019, ces mêmes pays ont fait pression sur Zelensky pour qu'il abandonne la plateforme de paix. Ils se souviennent de 2022, lorsque les pourparlers d'Istanbul ont été sabotés. Et en effet, l'OTAN, dans son ensemble, n'était même pas censé s'étendre. Des accords existaient à ce sujet vers la fin de la guerre froide. Ainsi, on peut se pencher sur le partenariat pour la paix dans les années 1990. Cela aussi a été perçu comme une tromperie, avec tous les accords de contrôle des armements qui se sont ensuite effondrés. Et même si l'on avance jusqu'à aujourd'hui, tous les appels à un cessez-le-feu, si l'on écoute les dirigeants européens, ils sont assez clairs sur ce que ce cessez-le-feu est censé accomplir. Ils leur donnent un répit pour réarmer l'Ukraine, leur permettre de recruter davantage de troupes, de se retrancher et de se préparer à la poursuite de la guerre. Il est donc très difficile de voir pourquoi les Russes feraient confiance à un quelconque accord, surtout à un accord qui permettrait aux troupes ou au matériel de l'OTAN de continuer à affluer en Ukraine. Mais s'il devait y avoir un effondrement, que penses-tu que les Russes essaieraient de prendre? Je veux dire, si on regarde au-delà des questions humanitaires, la préoccupation pour les russophones, l'objectif stratégique global semble être que, eh bien, on pourrait penser que s'ils prenaient Odessa, cela rendrait le pays enclavé. Cela ne le rendrait pas impuissant, mais cela rendrait très difficile pour l'Ukraine de représenter à nouveau une menace pour la Russie à l'avenir, en tant que proxy de l'OTAN ou tête de pont. Vois-tu les Russes aller jusque-là, aller jusqu'à Odessa? Parce que c'est quelque chose qui pourrait vraiment déclencher une plus grande implication, au moins française et britannique. Eux aussi, ils veulent vraiment Odessa, on dirait. Yeah. Well, that was
Oui. Eh bien, c'était, je suppose, en partie la justification de la guerre de Crimée au milieu du XIXe siècle. Et nous savons que, sous le ministre ukrainien de la Défense, Reznikov, l'Ukraine a signé un accord avec l'armée britannique pour établir une base sur la mer Noire, une nouvelle fortification qui serait soutenue et financée par les Britanniques. Ces ambitions persistent donc depuis un certain temps. Mais je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de la grande stratégie de la Russie, et une partie d'entre elles sera sans aucun doute opportuniste. En d'autres termes, jusqu'où la Russie pourrait être prête à aller dans l'expansion de son territoire et de son influence dépendra de la manière dont les défenses de l'Ukraine s'effondreront. Ukraine's defenses collapse. And there are many scenarios that one can imagine. On peut imaginer de nombreux scénarios. Cependant, la Russie bénéficie d'un avantage psychologique et stratégique par rapport à l'Ukraine, dans la mesure où ses objectifs déclarés, à savoir la libération des 4 territoires qu'elle revendique désormais, plus la Crimée, donc 5 régions, semblent au moins plausiblement à portée de main. En revanche, les objectifs militaires de l'Ukraine qui n'ont pas changé depuis l'invasion, consistant à rétablir les frontières de 1991, c'est-à-dire à reprendre l'ensemble des 5 régions. Cela paraît de plus en plus improbable. Ainsi, si l'on suppose que le scénario le plus probable est que la Russie atteigne ses objectifs militaires déclarés, la question devient alors, dans quelle mesure est-il souhaitable de redéfinir ces objectifs maintenant, après 4 années de guerre? En d'autres termes, la Russie n'a jamais eu pour objectif de prendre l'ensemble de l'Ukraine, ni de s'étendre au-delà de ces 5 régions. Il me semble donc que, si elle atteignait les buts qu'elle s'était fixés, elle pourrait déclarer la victoire et utiliser ce moment pour exercer une influence considérable, non seulement sur l'Ukraine, mais aussi sur l'Europe, en choisissant de ne pas avancer. En disant « Regardez, nous avons éliminé le périmètre défensif que l'Ukraine avait établi à l'Est. Nous pourrions aller plus loin sur le territoire ukrainien et même atteindre Kiev ou des villes stratégiquement importantes comme Dnipro et Odessa, mais nous ne voulons pas le faire. Et si nous pouvons conclure un traité de paix significatif avec l'Ukraine, nous ne le ferons pas. » Il me semble que l'attrait pour la Russie d'adopter cette position réside dans le fait que, voyant l'inévitabilité de nouvelles pertes, certaines têtes plus rationnelles en Ukraine pourraient alors être disposées à négocier. Mais cela permettrait aussi de démentir un récit standard de l'OTAN, selon lequel la Russie avance sans réfléchir dès qu'elle le peut, veut s'emparer de toute l'Ukraine et ne s'arrêtera même pas à la frontière. Eh bien, si la Russie s'arrête à son objectif, s'arrête réellement, et cherche à négocier à l'endroit qu'elle s'était fixé il y a 4 ans, sans avancer immédiatement, je pense que ce serait un coup considérable porté aux forces pro-guerre en Europe. Cela suggérerait, et je pense que cela renforcerait la position de ceux qui soutiennent que des négociations sont possibles avec la Russie. Parce qu'en réalité, peu de personnes en dehors de certains intérêts militaro-industriels souhaitent une expansion aussi spectaculaire du budget militaire, compte tenu des coûts que cela imposerait aux populations en Europe. Cela reviendrait, non pas exactement à vider, mais à réduire considérablement le filet de sécurité sociale en Europe. Et les conséquences de cela, à mon avis, ne sont pas vraiment bien réfléchies et n'ont pas encore été mises à l'épreuve dans la politique de l'humain commun. Je ne pense pas que cela se passera bien pour les partis qui soutiennent la guerre au détriment du bien-être social. Eh bien, la Russie est déjà intervenue, cependant, de manière croissante, à la fois à Kherson et à Dnipropetrovsk. Eh bien, je peux les imaginer prêts à échanger ces territoires contre, par exemple, Kherson.
Yeah, a tactical rather than a Je pense qu'il s'agit d'une manœuvre tactique plutôt que stratégique. Je veux dire encore une fois, je ne suis pas un analyste militaire. Mais il me semble, d'après les signaux que l'on peut lire de la part de la Russie et que l'on retrouve dans certains médias occidentaux, qu'il semble suggérer un compromis qui réduirait le coût de la prise du reste du Donetsk, par exemple. Car dans le Donetsk, ils ont pris Bakhmut, Pokrovsk, Avdiivka, mais il reste encore Kramatorsk, Slaviansk et un certain nombre de grandes villes fortement fortifiées avant que l'ensemble de l'oblast ne soit conquis. Ainsi, la stratégie de la Russie a été une approche militaire longue, d'usure et à long terme, plutôt qu'une frappe rapide et décisive, car cela leur permet de minimiser les pertes du côté russe. Et même dans ce cas, comme lors des précédents sièges qu'ils ont menés dans le Donbass, ils ont offert aux soldats ukrainiens la possibilité de se retirer. Mais il semble que les soldats ukrainiens aient reçu l'ordre de leur commandant de ne pas se retirer. Cela a conduit directement aux très lourdes pertes que subissent actuellement les forces ukrainiennes. Car les Russes, d'après ce que je comprends, disposent d'une telle supériorité en artillerie et en drones que les soldats russes n'interviennent qu'après que les frappes de drones et d'artillerie ont fait leur travail, se livrant essentiellement à des opérations de nettoyage. Mais voyez-vous encore une voie possible pour la diplomatie? Les choses vont de mal en pis à une vitesse incroyable. Et pourtant, les Européens ne semblent avoir aucune intention d'ouvrir ne serait-ce qu'un dialogue diplomatique avec les Russes. Ils ne veulent même pas leur parler. Et au contraire, il semble y avoir, comme vous l'avez suggéré plus tôt, une sorte de volonté d'entrer en guerre d'une manière ou d'une autre. En effet, la stratégie des Ukrainiens semble être de faire intervenir l'OTAN et celle des Européens de tenter d'impliquer les Américains. Il est donc très difficile de comprendre certains de ces politiciens s'ils pensent vraiment ce qu'ils disent. Mais encore une fois, la rhétorique indique qu'ils se préparent à la guerre. Ils disent qu'ils se préparent à la guerre. L'argent est désormais injecté dans l'armée. Ce n'est pas un budget défensif, c'est aussi un budget de guerre. On a donc l'impression que la diplomatie est globalement rejetée et que des préparatifs sont en cours pour la guerre. Cela dit, je pense que vous avez raison. Des préparatifs de guerre sont en cours, mais l'OTAN n'est actuellement pas prête pour la guerre et ne le sera pas avant plusieurs années. Par conséquent, si la guerre est terminée par la Russie avant que l'OTAN ne se sente prête à s'engager, alors je suppose que la partie sera terminée pour l'OTAN. Je pense qu'une partie de la logique plus profonde du soutien à l'Ukraine, quel qu'en soit le niveau, même minimal, et du fait de lui accorder tout le soutien rhétorique que l'OTAN et l'UPMOPERON peuvent offrir, consiste précisément non pas à donner à l'Ukraine une chance de survivre, mais plutôt à donner à l'OTAN le temps de se réarmer, moment auquel ces menaces d'intervention deviendront plus crédibles. Parce qu'en ce moment, je ne pense pas qu'elles le soient vraiment. Tout ce que l'OTAN peut réellement faire à travers cette coalition de volontaires, c'est envoyer quelques milliers, peut-être des dizaines de milliers, mais probablement moins de 50 000 soldats. Rappelez-vous, l'armée britannique entière compte quoi? 70 000 ou 80 000 soldats. Il n'y a tout simplement pas assez de main-d'œuvre. Il n'y a pas la technologie. L'OTAN n'est pas prête pour la guerre. C'est pourquoi, en partie, vous voyez les plus petits et les plus faibles pays de l'OTAN, les États baltes par exemple, plaider pour que le grand frère, les membres les plus importants de l'OTAN, interviennent et se battent. Et eux, ils enverront 1 millier de soldats. Ce sera leur contribution. Mais le gros de l'effort retombera sur l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Germany and the United Kingdom and France and as a result,
Et par conséquent, il existe une véritable fracture au sein de l'OTAN. Je pense qu'aujourd'hui encore, malgré la rhétorique, aucune grande puissance européenne n'est prête à engager des forces. Si les petits pays, comme les États baltes, continuent de pousser pour une implication directe de l'OTAN, je pense que cela conduira à une scission assez spectaculaire au sein de l'Alliance. Entre les faucons, prêts à se battre les premiers, mais seulement si tout le monde suit, et les membres plus réfléchis et plus anciens de l'OTAN, qui reconnaissent au moins que, premièrement, ils ne peuvent rien faire sans les États-Unis, et deuxièmement, qu'ils subiraient eux-mêmes d'énormes pertes politiques, sans parler des pertes économiques. Ils perdraient leur attrait politique dans leur propre pays, et peut-être pas seulement pour une élection, mais pour une période bien plus longue, peut-être une génération entière. Eh bien, je pense qu'une partie de la panique en Europe n'est pas forcément liée uniquement à la Russie ou à l'Ukraine. La véritable inquiétude concerne ce qu'il adviendra du continent après cette guerre, car nos dirigeants ont tout misé. Ils ont envoyé toutes leurs armes, sacrifié une grande partie des économies européennes, menti et diffusé de la propagande sans relâche. Et il devient de plus en plus évident qu'ils ne seront pas en position d'écrire l'histoire une fois la guerre terminée. Alors, étant donné que tant de choses ont été mises en jeu, comment pensez-vous, enfin, à quoi ressemblera l'Europe après la guerre si elle se termine par une victoire militaire russe et que la Russie dicte essentiellement les conditions? Oui, je pense que c'est une situation difficile pour les partis traditionnels en Europe, car ils n'ont vraiment pas de bonnes options. S'ils continuent à financer la guerre, elle ne fera que s'éterniser. Mais les conséquences économiques pour eux seront dévastatrices. Et même si l'investissement dans le secteur militaire peut compenser un peu cela, il y aura sans cesse des interrogations sur cette stratégie et sur l'incapacité de l'Europe à redevenir un leader de la croissance économique, plutôt qu'un simple survivant. Et ça, c'est le scénario le plus favorable. Si la Russie l'emporte, alors toutes ces questions sur les erreurs stratégiques et la mauvaise analyse de la situation auxquelles les gouvernements actuels, depuis 2008 ou peut-être depuis 2014, ont soumis leur pays deviendront des enjeux politiques immédiats et ils seront les boucs émissaires. De toute évidence, l'élite politique actuelle sera le bouc émissaire, ce qui pourrait provoquer un séisme dans la politique européenne, du genre à aplanir le terrain et à créer de nouveaux partis et de nouvelles opportunités politiques, balayant la grande coalition qui, soit dit en passant, n'était jamais censée être recréée après les dernières élections. Lors de ces élections, le SPD en Allemagne, les sociodémocrates, s'était séparé des chrétiens démocrates précisément parce qu'ils n'avaient plus d'identité propre au sein de cette grande coalition, étant constamment éclipsés par le parti le plus important. Néanmoins, ils ont accepté d'y participer cette fois-ci. Mais la question plus profonde est de savoir pourquoi quelqu'un voterait encore pour les sociodémocrates alors qu'ils seront toujours subordonnés à leurs partenaires de coalition, lequel, du moins idéologiquement, se trouve dans le camp opposé à celui des chrétiens démocrates. Il n'a plus aucun sens de maintenir cette grande coalition de partis centristes, et je pense que les gens chercheront de plus en plus une alternative à cela. Cela ne signifie pas nécessairement que l'extrême droite ou la droite alternative prendra sa place. Et même si c'est le cas, elle aura encore besoin de partenaires de coalition. Je pense que les noms des partis politiques de la génération actuelle pourraient se transformer en autre chose. Quoi qu'il en soit, j'entrevois un avenir où les partis traditionnels disparaîtront et seront remplacés par une nouvelle forme de coalition politique. Car les définitions idéologiques de démocrates chrétiens et de social-démocrates avaient du sens à l'époque de la guerre froide. Mais dans une ère mondiale,
dominée par des puissances eurasiennes où l'Europe joue un rôle secondaire, voire tertiaire, cela n'a vraiment plus beaucoup de sens. It really makes little sense. And also, by the way, it's not just that Eurasia is rising. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement que l'Eurasie est en train de s'affirmer, c'est aussi que l'alliance avec l'Amérique, l'alliance transatlantique, ne paraît plus aussi désirable. C'était justement cela qui attirait les partis centristes en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Il n'y avait que l'Amérique à laquelle s'accrocher, car il n'existait pas d'alternative à l'Est. Aujourd'hui, il existe une multitude d'alternatives et plusieurs pays avec lesquels l'Europe pourrait s'allier. Par conséquent, je pense que ces autres possibilités finiront par être discutées et deviendront plus attrayantes dans l'Europe d'après-guerre en Ukraine. Eh bien, c'est aussi ce à quoi je m'attends. Comme vous l'avez dit, autrefois, l'Amérique était la seule puissance en jeu. C'était un facteur d'unité. Mais comment les Européens devraient-ils réagir au déclin des États-Unis? Car certains préféreraient consolider ce qu'il reste de l'Occident politique en réduisant les liens avec la Chine, la Russie et d'autres, et en promettant davantage de loyauté envers les États-Unis afin de reconstruire cet Occident politique. D'autres estimeraient que la meilleure réponse au déclin des États-Unis et à leur évolution vers une économie plus extractive, presque tributaire, où ils cherchent à obtenir davantage d'avantages de la part de leurs États partenaires, serait de se diversifier, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier américain. Car alors, les Américains pourraient, nous dire quoi faire. Mais l'idée que 30 pays puissent tous s'accorder sur une approche ou sur l'autre, étant donné qu'elles sont largement mutuellement exclusives, est quelque peu irréaliste. Ainsi, la notion selon laquelle la Grèce et la Lettonie devraient avoir la même politique étrangère semble plus absurde, ou du moins plus lointaine, maintenant que les États-Unis se désintéressent de l'Europe et commencent à réduire leur présence. Même si les États-Unis devaient se réorienter sous une présidence ultérieure et manifester un regain d'intérêt pour l'Europe, je pense qu'ils auraient encore du mal à susciter l'intérêt de l'Europe dans un monde plus équilibré en termes d'opportunités économiques et politiques. La différence entre les deux scénarios que vous venez de décrire est que l'un se tourne vers le passé et l'autre aussi, devrais-je dire, parce qu'on y perçoit de la stabilité, de la prévisibilité et de la certitude. C'est ce qu'on vend aujourd'hui au public européen. Ne vous inquiétez pas de l'avenir. Continuons simplement à faire ce que nous avons toujours fait et tournons-nous vers les États-Unis. Même si les États-Unis ne jouent plus le rôle qu'ils ont traditionnellement tenu, nous continuerons à faire semblant qu'ils le font et à vendre ce récit au public européen comme une forme de réassurance. L'autre option est plus difficile à faire accepter, se tourner vers l'avenir et ne pas en avoir peur. Nous ne savons pas exactement où se situeront nos alliances et nos meilleurs amis dans un monde futur dominé par l'Eurasie. Mais c'est un monde d'opportunités pour l'Europe plutôt qu'un monde de crainte. Je pense que cette dernière vision est la plus porteuse d'espoir, mais elle est plus difficile à promouvoir, surtout auprès des élites politiques actuelles en Europe. Et c'est là que l'on commence à voir différentes élites dans différents pays faire des choix stratégiques différents. Et par conséquent, je pense que l'Union européenne peut très bien, à un potentiel considérable, se fragmenter en plusieurs organisations similaires. Après tout, avant que l'Union européenne ne devienne l'Union européenne, il y avait la Communauté économique européenne et la Communauté européenne, ainsi que sa rivale en Europe, l'Association européenne de libre-échange. Les deux ont très bien coexisté. La différence philosophique fondamentale entre elles était que l'Union européenne s'engageait dans une forme de contenu multinational,
une définition de l'Europe comme un espace unique, tandis que l'Association européenne de libre-échange soutenait essentiellement que tout ce que nous voulons vraiment, c'est le libre-échange, la libre circulation et les opportunités. Free trade, travel, and opportunity. And we don't want to create some sort of Nous ne voulons pas créer une sorte d'identité européenne globale, car nous n'en avons pas besoin. Je pense qu'une relance de l'Association européenne de libre-échange comme alternative à l'Union européenne est tout à fait plausible. Je ne dirais pas que c'est probable, mais c'est certainement une idée qui mérite d'être envisagée, surtout si elle permet de maintenir de bonnes relations économiques avec ses voisins européens. Cela irait certainement dans l'intérêt de ceux qui restent dans l'UE, tout en entretenant des liens économiques solides et mutuellement profitables avec les puissances émergentes de l'Eurasie. Oui, c'est assez... Eh bien, on peut presque comprendre pourquoi les Européens sont dans un tel état de panique. Car si l'Ukraine avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à vaincre la Russie, on aurait eu une Europe élargie, sans la Russie bien sûr. Mais avec les Ukrainiens, des centaines de milliers de soldats aguerris, prêts non seulement à affaiblir, mais aussi à marginaliser le rôle de la Russie en Europe. Les Américains se sentiraient plus à l'aise de rester. Il semble que dans ce combat, c'était vraiment tout ou rien. Et ils ont tenté leur chance. Je dirais que du point de vue des stratèges européens actuels, c'est également une vision à courte vue, car tous les problèmes qui ont conduit au Brexit et qui provoquent aujourd'hui la fragmentation de l'Union européenne existent depuis des décennies. Et ils n'auraient fait que s'aggraver avec une nouvelle expansion vers l'Est, en particulier avec l'intégration d'un pays slave et orthodoxe comme l'Ukraine dans l'UE. Chaque fois qu'il y a une expansion vers l'Est, cela a, je dirais, nourri les rêves de ceux qui aspirent à une entité pan-européenne. Mais en même temps, les États nouvellement intégrés arrivent avec leur propre héritage historique et leurs traditions, qu'il faut en partie adapter à celles déjà existantes en Europe, tout en modifiant la culture politique de l'Europe occidentale. Et par conséquent, l'UE, comme nous l'avons vu ces dernières années, est devenue beaucoup moins libérale. L'UE, j'aime l'UE comme un rêve libéral, un rêve d'opportunités individuelles, mais aussi de capacité à transcender les divisions nationales, avec la libre circulation des idées, des frontières et des personnes. Tout cela a maintenant été inversé, et on ne peut pas dire que ce soit uniquement une réaction à la guerre, car tout le monde comprend que la guerre, je dirais, n'avait pas besoin d'être menée par l'Europe de la manière dont elle l'a été. L'une des raisons pour lesquelles l'UE, à mon avis, s'est autant impliquée, c'est que les élites au sein de l'UE cherchaient déjà des occasions de Pyongyang d'exercer un plus grand contrôle sur les libertés internes. Et par conséquent, les violations des droits linguistiques, les violations des droits culturels des minorités, l'intervention directe dans les campagnes politiques des pays d'Europe de l'Est, là où les résultats sont serrés et où l'on craint qu'un parti soi-disant pro-russe puisse l'emporter, sont désormais assumées, même si elles contredisent directement les valeurs fondatrices de l'UE. En conséquence, cette contradiction ne peut plus être dissimulée et conduira inévitablement à une augmentation des tensions au sein de l'UPOR, ce qui, je le crains, mènera à une forme de scission à l'avenir. Oui, c'est une conférence de presse intéressante, où Viktor Orban est assis à côté de Donald Trump. Il dit en gros que la raison pour laquelle tous les Européens ont décidé de tout miser, de tout parier sur cette guerre, c'est parce que Biden, plus ou moins, les y a poussés. Donc oui, il rejette essentiellement la faute sur les Américains pour avoir fait perdre la tête aux Européens. Et Trump est là, assis,
sans dire grand-chose. Même quand Orban fait ce commentaire, c'est un peu comme « Attends, quoi ?» Désolé, j'ai perdu le fil de ma pensée. Biden est un bouc émissaire facile parce qu'il n'est plus au pouvoir. Et il y a vraiment, eh bien vous savez, Orban n'est pas un idiot. Il sait qu'il n'a pas besoin d'insulter les dirigeants politiques actuels en se référant à leurs prédécesseurs immédiats et en les blâmant. Il est plus simple de tout mettre sur le dos de Biden. Mais il a déjà dit à d'autres moments que la direction politique européenne qui nous a conduits à la guerre, à soutenir cette guerre sans réserve, est tout aussi fautive que l'ancienne direction politique américaine. Et bien sûr, la direction politique actuelle ne fait que poursuivre leur politique. Il est donc facile pour tout observateur de voir le lien. Eh bien, la mise en scène de Trump devient également assez évidente, car il n'y a pas si longtemps, il tweetait que l'Ukraine pouvait gagner la guerre. Mais maintenant, lorsqu'il était assis à côté d'Orban, il a demandé « Tu penses qu'ils peuvent gagner ?» Et Orban a répondu « Eh bien, je suppose que les miracles sont possibles » ou quelque chose comme ça. Et Trump a dit oui et a commencé à rire. Je veux dire, c'est... Donc, il est assez clair qu'il ne pense pas forcément tout ce qu'il dit. Plutôt que c'est oui, une partie du spectacle, je suppose. Et même aujourd'hui, les analystes américains et ceux du monde entier observent ce que dit Trump et je ne sais pas. Je pense que sa stratégie consiste simplement à ne pas être prévisible. Si une semaine il dit une chose, je crois que quelque part dans son esprit, il pense déjà à dire le contraire dans les 2 semaines suivantes, parce qu'il estime que cela lui donne une marge de manœuvre vis-à-vis de ses nombreux adversaires, tant intérieurs qu'étrangers. Ce qu'il ne comprend pas, et il n'a d'ailleurs aucune raison de le faire, ce n'est pas son rôle, c'est que cela devrait être celui du secrétaire d'État et des analystes professionnels de l'armée, du renseignement et du département d'État de lui faire remarquer qu'il fait de la politique à chaque fois qu'il fait une déclaration. Et lorsque cette déclaration se contredit sans cesse, l'Amérique paraît peu fiable et indécise. Cela aussi a des camps sur la manière dont il peut mener sa politique. Je ne pense pas que cela lui parvienne très facilement, car même dans ses propres entreprises, d'après ce que je comprends, il est à la tête d'une société valant des milliards de dollars. En réalité, il ne devrait pas prendre de décisions financières, ni participer aux négociations. Les véritables négociations sur la valorisation, sur ce que nous allons échanger pour tel ou tel bien, sont menées par des avocats et des comptables. On devrait lui présenter la vision d'ensemble et lui faire comprendre la stratégie globale de son entreprise. Il devrait simplement signer dès lors que ces paramètres correspondent à la direction qu'il souhaite prendre. Mais dans ce cas, il continue de gérer les affaires de l'Amérique comme il gérait ses affaires personnelles, c'est-à-dire, je vais prendre la décision et tout le monde en dessous de moi fera ce que je dis. Eh bien, dans le gouvernement, c'est encore moins probable que dans le monde des affaires. il semble, eh bien, je dirais qu'il semble être en train de l'apprendre, mais peut-être pas encore tout à fait. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir pris le temps. J'apprécie cela. C'est une évolution fascinante. On a l'impression que les changements qui se produisaient auparavant de mois en mois se font désormais presque de semaine en semaine, puis de jour en jour. Les changements se produisent à une vitesse croissante, ce qui... N'oublions pas que lorsque nous avons tendance à être pessimistes face au manque de prévisibilité, cela signifie une imprévisibilité aussi bien pour les mauvaises choses que pour les bonnes. La percée soudaine, le rencontrons-nous à Anchorage, le rencontrons-nous à Budapest, le rencontrons-nous où que ce soit. Ces opportunités naissent également de cette incertitude. Alors ne soyons pas trop pessimistes. Je suis d'accord. Merci.
Merci. I agree. Thank you. Thank you.